L'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. L'Empire britannique tout entier mobilise. Les premiers soldats embarquent pour la France. La France, entrée en guerre quelques heures seulement après l'Angleterre, mobilise, elle aussi. On est loin, certes, de l'enthousiasme de 1914. Pourtant, sur le papier, cette armée française a fière allure. Il va hélas bientôt falloir déchanter. Cinq divisions britanniques sont en France, prêtes au combat, dès la fin du mois de septembre. Le général Gamelin, grand patron de l'armée française, vient les accueillir en personne. Nous n'avons pas oublié ce qu'ont été vos prédécesseurs au cours de la dernière guerre. Et nous sommes heureux de voir combien vous savez vous entraîner pour vous préparer à marcher sur leurs traces. Je vous salue. Hop, hop, allez! Hop, hop, allez! Hop, hop, allez! Hop, hop, allez! À l'Est, les Allemands ne peuvent pas passer. Retranchée derrière la ligne Maginot, la France se sent en sécurité. L'ouvrage, il est vrai, est formidable, impressionnant. Un mur de béton, une ligne fortifiée qui court le long du Rhin, des Vosges aux Ardennes. Piqué de canons de tout calibre et de mitrailleuses en partie dissimulées dans le sol, l'ouvrage a coûté une fortune. Le gouvernement n'a pas voulu le prolonger jusqu'à la mer pour ne pas heurter la susceptibilité des pays neutres, le petit Luxembourg et la Belgique. À l'abri de ce bouclier qui semble inviolable, les Français attendent et observent. Il ne se passe rien ou presque. C'est le début de la drôle de guerre. La France est molle, l'état-major prépare une offensive qui ne viendra jamais. Les chansons de cette fin d'été 39 reflètent bien ce curieux climat d'insouciance alors que le désastre est à nos portes. D'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillets, fragiles et délicats, et tous ces gaillards qui pour la plupart prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, lève-la bien, portant tout comme à 20 ans, d'où vient ce miracle-là, mais du pinard et du sapin, le colonel était d'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant boulotait du curé. Le chuteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste. Convaincu, le caporal inscrit sur toutes les listes. Et deuxième classe au PMU. Et tout ça, d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui pour la plupart n'étaient pas du même avis en politique
lève-la tous d'un camp, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Ou experts, façonnant à la pointe du couteau, comme leurs anciens, des cannes dans un rondin d'abri, des coupes-papier avec les douilles du dernier tir, des bagues avec l'aluminium de l'avion ennemi abattu, ou œuvrant des travaux plus savants, les bricoleurs donnent une des meilleures preuves du moral français, fait de patience intelligente, de lucidité, d'esprit toujours en éveil, de courageuse fidélité au travail et au métier. En face, l'Allemagne est chauffée à blanc. Les Français ont la ligne Maginot, les Allemands la ligne Siegfried, tout aussi inviolable. La bataille devra avoir lieu ailleurs. En attendant cette offensive qui ne vient pas, la drôle de guerre continue, ponctuée par les duels d'artillerie. Les soldats allemands s'essaient à la propagande, sentant peut-être que le moral de ceux d'en face n'est pas au plus haut. Les haut-parleurs diffusent de la musique française. Le vent va pousser ses ballons porteurs de messages amicaux de l'autre côté du Rhin. Pourquoi faites-vous la guerre? Dit la banderole. En Alsace-Lorraine, éternel champ de bataille, c'est le cauchemar qui recommence, 20 ans après. On évacue les livres précieux de la bibliothèque de Strasbourg. Les communautés religieuses mettent à l'abri les objets du culte. Même les animaux du zoo partent pour l'arrière. Brutalement, le 9 avril 40, Hitler frappe où on ne l'attend pas. Le Danemark est envahi. Marchepied vers la Norvège, où une flotte modeste s'empare le jour même des principaux ports. Des parachutistes sont largués sur les principaux aérodromes. C'est la première opération aéroportée de la guerre. C'est un plein succès.
La Scandinavie est verrouillée. L'audace et la rapidité de Hitler ont encore payé. Quisling, un grand ami de l'Allemagne, s'installe en Norvège. Reste le gros morceau. La France et la victoire nazie sur le continent sera totale. Le colonel de Gaulle explique au président Lebrun que les chars, c'est le mouvement, la rapidité, et que les anciennes conceptions du combat sont dépassées. Rares sont ceux qui l'ont compris, et aujourd'hui, il est bien tard. Hitler et les dirigeants nazis s'enivrent de leur succès. Les inquiétudes des généraux de la Wehrmacht sont balayées. Und dass man die Wahrheit über Deutschland berichtet. 50.000 Mann auf den Baustellen, ganz Deutschland erfasste. Überall herrscht seit einem Jahr Regen. Und für den deutschen Ex. Die Reinheit seiner Rasse hält. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Tugend ist. Und Hitler n'écoute plus rien, ni personne. L'assaut final contre les Alliés est décidé. L'attaque allemande contourne la ligne Maginot. Le Luxembourg, la Belgique, la Hollande sont des pays neutres. Et alors, Hitler ne s'embarrasse pas de ces détails. L'armée allemande s'ébranle en direction de la mer. La Hollande et la Belgique subissent le premier choc qu'elles encaissent plutôt mal. La Luftwaffe de Göring est nettement supérieure à l'aviation alliée. Pendant toute l'offensive, le ciel sera allemand. L'artillerie de campagne est encore tirée par des chevaux. La Hollande capitule en 5 jours. Fuyant les villes systématiquement bombardées, les populations civiles prennent le chemin de l'exode. La guerre à l'hitlérienne n'épargne pas les réfugiés. C'est un objectif comme les autres. Les Stukas sont même spécialement équipés de sirènes, destinées à créer la panique et le désordre sur les arrières de l'ennemi. Les Alliés, sérieusement bousculés dans les Flandres, ne voient pas que c'est là, au cœur des Ardennes, que va porter l'offensive principale.
les Ardennes. Pour l'état-major, elles sont depuis toujours réputées infranchissables par une armée en campagne. Forêt très dense, terrain accidenté, c'est un vrai prolongement naturel de la ligne Maginot. Un homme pourtant croit, lui, qu'on peut passer, et passer avec des chars. Cet homme, c'est Guderian, l'un des généraux allemands les plus brillants. Il a soigneusement étudié le terrain et il a réussi à convaincre Hitler. Pour leur malheur, les Alliés n'ont pas vu la plus grande concentration de chars jamais rassemblés, embusqués derrière les Ardennes dès le début de l'offensive. Guderian fonce, sans s'occuper de l'infanterie. En face de lui, il a le point faible du dispositif allié. En 3 jours, les Allemands sont sur la Meuse. L'infanterie des Panzers commence à traverser la rivière. En quelques heures, un pont est construit où vont s'engouffrer les chars de Guderian. Le 14 mai, 4 jours après le début de l'offensive, Guderian a réussi à faire passer le gros de ses forces. Le haut commandement allié réalise seulement la gravité de la situation. Les Français ne réussissent pas à endiguer le flot. Les Allemands font leurs premiers prisonniers. C'est presque trop beau pour être vrai. Hitler est stupéfait de la facilité avec laquelle ses troupes s'enfoncent dans les territoires français. Au point qu'il s'en inquiète, redoute une contre-attaque et demande que la progression soit stoppée. Hélas, les Alliés ne sont plus en mesure de profiter de cette erreur incroyable. L'ennemi est déjà dans leur dos. La défaite est inéluctable. Le 15 mai, Paul Reynaud téléphone à Churchill pour lui dire « Nous avons perdu la bataille ».
Les Panzers reprennent leur marche en avant. Devant eux, il n'y a plus que le vide. Le 16, l'armée allemande arrive sur l'Oise. En pleine débandade, l'aile droite de l'armée française bat en retraite comme elle le peut, perdue, humiliée. Cette armée alliée que les généraux allemands redoutaient tant s'est effondrée en quelques jours. C'est la pagaille générale. En réalité, les Français comme les Alliés ont eux aussi une guerre de retard. S'il y a une faillite en 1940, ce n'est pas celle des combattants, c'est celle de la pensée stratégique. Le piège se referme à toute vitesse. Le 20 mai, les Allemands sont sur la Manche. Les armées alliées du Nord sont menacées d'encerclement. En plein désastre, Weygand remplace Gamelin. 30 divisions de l'armée française sont tombées aux mains des Allemands. La propagande allemande a à peine besoin de forcer la note, comme dans ce film entièrement réalisé en studio, à la gloire de la Luftwaffe. Hier schönes Bodenfenster nehmen und gib! Ich vergesse auf den Knopf zu drücken. Und jetzt! La réalité n'est pas très différente. La Belgique capitule le 28. Cette fois, Churchill ordonne l'évacuation par Dunkerque, seul port encore libre. C'est l'opération Dynamo. Tout ce qui ressemble à un bateau en Angleterre est mobilisé pour rapatrier le corps expéditionnaire. Hitler ordonne à la Luftwaffe d'en finir avec Dunkerque. Les Panzers, qui sont à 15 km seulement du port, ont reçu l'ordre de ne pas bouger. Incompréhensible. Au point que certains se demandent aujourd'hui si Hitler n'a pas voulu laisser une issue à Churchill pour pouvoir ensuite signer avec lui une paix de compromis. En tout cas, l'erreur militaire est énorme. À Dunkerque, c'est l'enfer. Mais la Royal Navy va réussir l'exploit de rapatrier 338 000 hommes britanniques et alliés.
Mussolini n'en revient pas de la rapidité de l'effondrement français. Il réclame sa part de butin. La Corse, la Savoie, Nice, Menton. L'Italie déclare guerre à la France le 10 juin. Mais, à la grande colère du Duce, l'armée italienne est facilement stoppée dans les Alpes par les troupes françaises. Les Anglais partis, ceux qui restent de l'armée française se disloquent en une dizaine de jours. Le 14 juin, les Allemands sont à Paris. Hitler réalise son rêve. Paris est à ses pieds. La France se décompose. Weygand presse le gouvernement de négocier l'armistice. Plus personne ne peut arrêter la progression de l'armée allemande. Paul Reynaud refuse la capitulation et démissionne. Le maréchal Pétain lui succède à 84 ans. Son prestige est immense, mais croyant sans doute sauver l'essentiel, il va engager la France dans l'équivoque tragique de la collaboration. Le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure. Moi, général de Gaulle. Le 18 juin, une autre voix, celle du général de Gaulle, appelle les Français à la résistance. Les soldats, les marins, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les militaires français, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. Le 22 juin, la France, aux 2 tiers occupée, accepte les conditions de l'Allemagne. C'est l'armistice. Hitler a voulu une mise en scène wagnérienne et exigé que la cérémonie ait lieu en forêt de Compiègne, au même endroit et dans le même wagon où l'Allemagne avait capitulé en 1918.
Hitler prépare maintenant l'invasion de l'Angleterre, non sans quelques hésitations. Aucun plan n'a été préparé. L'état-major n'est pas chaud pour se lancer dans cette expédition. La marine allemande manque de bateaux. L'Angleterre est seule, mais elle a un atout. La Manche. Le roi George VI vient voir cette mer qui, tout au long de son histoire, a protégé l'Angleterre et que l'on essaie aujourd'hui d'enflammer pour empêcher un débarquement. Pour réussir l'invasion, il faut d'abord éliminer l'aviation anglaise et empêcher le ravitaillement. Göring l'a promis à Hitler, la Luftwaffe aura au fait de vider le ciel de la Manche de tout avion ennemi. Dès le début du mois de juillet, les bombardiers attaquent systématiquement les convois maritimes. Göring s'est vanté. Les semaines passent et la chasse anglaise tient bon. La Luftwaffe change de tactique. Nuit et jour, les bombardiers attaquent Londres et les grandes villes anglaises. Hitler croyait briser la résistance des Britanniques. Il se trompe. C'est la volonté de se battre de tout un peuple qui se renforce. En octobre, le mauvais temps vient au secours des Anglais. Hitler doit accepter l'évidence, il a perdu la bataille d'Angleterre, c'est sa première défaite.
noyau de ce qui sera demain l'armée de la liberté n'a pas été anéanti. L'espoir est intact, ici, au milieu des ruines. C'est en pensant aux pilotes anglais que Churchill dira « Jamais, dans l'histoire des conflits humains, un si grand nombre d'hommes eut une dette aussi grande envers une si petite poignée de leurs semblables. » Munich. Hitler dicte sa loi. La France et l'Angleterre s'inclinent, croyant sauver la paix. À la faiblesse, Hitler répond par la force. Après la Tchécoslovaquie, la Pologne succombe à son tour. La guerre est inévitable. La France mobilise et s'effondre en quelques semaines. Dunkerque. Les Anglais échappent de justesse au désastre. L'Angleterre résiste seule sous les bombes, mais pour combien de temps? L'Allemagne triomphe partout et Mussolini s'inquiète. Que va-t-il donc rester à l'Italie? Frustré de la moindre action d'éclat en France, l'armée fasciste envahit la Somalie britannique. L'opération n'est guère risquée, mais c'est toujours ça. Le Duce voit enfin son drapeau flotter sur un territoire ennemi. Nous sommes à la fin de l'été 1940. Hitler et Mussolini se trouvent un nouvel allié, le Japon. Que vient donc faire Hirohito, empereur d'une civilisation millénaire, avec ses deux parvenus de la politique? En réalité, les Japonais étouffent dans leurs îles.
et mène depuis le début des années 30 une politique d'expansion particulièrement agressive en Asie. Hitler distribue un rôle au Japon. Occuper l'Amérique, loin de la guerre de l'Europe, et l'empêcher d'aider l'Angleterre. Mussolini, lui aussi, veut sa guerre fasciste. Il ne doute pas d'y trouver la gloire. Ne peut-il pas, comme il dit, mobiliser 8 millions de baïonnettes et cacher le soleil avec son aviation? Hitler, fureur de l'Europe, c'est déjà chose faite, ou presque. Les frontières du Reich avancent au pas de l'invincible Wehrmacht. Il n'y a plus que l'Angleterre, accrochée comme un bulldog aux bottes des nazis pour continuer le combat, avec une seule volonté, n'en démordre à aucun prix. Stratégie désespérée, mais sublime. Pour vaincre ces têtus d'Anglais, Hitler, plutôt que de risquer un débarquement, choisit de les asphyxier. C'est le pacte tripartite. Allemagne, Italie, Japon, qui est signé à Berlin le 27 septembre 1940. Cette fois, les dés du malheur sont jetés. La guerre sera mondiale. Et la France, quel est son avenir de nation vaincue et humiliée? Le vieux maréchal accepte d'en discuter le 24 octobre avec le Führer. Pétain refuse l'alliance qu'Hitler lui propose, mais cette sinistre poignée de main de Montoire égare encore un peu plus le pays. Et elle a un prix. L'occupation et la collaboration avec l'Allemagne. Reste la Russie. Pour lui régler son compte, Hitler a besoin des Balkans, de la Hongrie et du pétrole roumain, des bases navales bulgares sur la mer Noire quand sonnera l'heure d'en finir avec les Rouges. La conquête des Balkans n'est pas très difficile. Malgré le régent Horthy, plutôt hostile aux nazis, la Hongrie doit bien vite accepter le libre passage pour la Wehrmacht. En Roumanie, le jeune roi Michel doit laisser le pouvoir au dictateur Antonescu, qui devient le Führer local. Quant à la Bulgarie, Hitler menace et obtient son adhésion au pacte tripartite. La Grèce, c'est pour Mussolini et son rêve impérial. Sans rien dire à Hitler, les Italiens attaquent les Grecs à partir du territoire albanais qu'ils occupent depuis 1939. La campagne est un désastre. Ce sont les Grecs qui raccompagnent les Italiens jusqu'en territoire albanais. La colère du Duce est à la dimension du personnage. C'est donc Hitler qui va devoir se charger de la Grèce, à sa manière. La Wehrmacht manœuvre comme à la parade 10 jours plus tard.
l'armée yougoslave capitule. Les Grecs sont balayés à leur tour. Avant que le mois d'avril ne s'achève, les Allemands sont à Athènes. Pour l'Angleterre, la première bonne nouvelle de cette année 1940 arrive portée par les vents du désert. Et c'est encore Mussolini qui va en faire les frais. Les Anglais sont en Égypte. Le Duce ordonne à son armée de bouter l'Anglais hors d'Afrique orientale. La partie semble jouable. Les Anglais sont à 1 contre 10. Pourtant, en 3 mois, l'armée du Duce est ridiculisée. Les Anglais sont à Tobrouk, maîtres de toute la Libye. Mussolini est encore une fois obligé d'appeler Hitler à son secours. Une division blindée allemande s'embarque pour Tripoli. À sa tête, un jeune général qui s'est illustré pendant la bataille de France, Erwin Rommel. Ce détachement va devenir célèbre. C'est l'Afrika Korps. Rommel n'attend même pas d'avoir reçu tous ses chars pour partir à la reconquête de la Libye. L'offensive allemande est irrésistible. C'est le début de la légende de Rommel, le renard du désert. Pour Hitler, partout victorieux, le moment est venu de retrouver Mein Kampf, en finir avec le bolchevisme. Le 22 juin 1941, l'armée allemande envahit la Russie soviétique. C'est l'opération Barbarossa, Barberousse, hommage des nazis aux chevaliers teutoniques. Au cours des premières semaines, la Wehrmacht avance, victorieusement, sur un front de plus de 3000 km. Staline a refusé de croire à l'offensive allemande et il s'est débarrassé de ses meilleurs généraux dans les années 30.
La Russie va-t-elle succomber à son tour? Staline en appelle à la Russie éternelle. Il n'hésite pas à mettre le feu à ses maisons pour ne rien laisser à l'envahisseur. À l'automne, de sombres pressentiments commencent à agiter l'état-major de la Wehrmacht. Comme Napoléon en 1812, les fantassins allemands ne trouvent souvent devant eux que ruines et espaces désertés. Les prisonniers russes se comptent en centaines de milliers. Pourtant, l'armée rouge semble toujours aussi nombreuse. Et Moscou est encore loin. En vérité, l'espace russe, l'immensité de ce front qui s'élargit à mesure que l'on avance, est en train d'épuiser l'armée allemande. En octobre, les Allemands encerclent Leningrad, la ville berceau du communisme. Hitler est persuadé qu'elle va capituler avant l'hiver. Erreur. L'hiver est là, le plus terrible sans doute de mémoire de soviétiques. Mais la ville ne se rend pas, malgré les pires souffrances. La population affamée survit comme elle le peut. Mais voilà que les nouvelles qui réussissent à parvenir de Moscou sont meilleures. Devant des Allemands frigorifiés et abasourdis, Zhukov aurait contre-attaqué avec des divisions fraîches venues de Sibérie. L'armée allemande même aurait frôlé la déroute. Le moral est un peu meilleur. Pour ravitailler Leningrad, un seul chemin, le lac Ladoga. Les Russes vont y construire un chemin de fer sur les eaux gelées. Jour et nuit, des camions passent sur le lac. Non, décidément, Hitler n'aura pas Leningrad. Mais Moscou, pas davantage. Tout espoir pour lui d'une victoire rapide et décisive est perdu.
Au même moment, de l'autre côté du globe, c'est le Pacifique qui s'embrase. Le 7 décembre 1941, la flotte japonaise, qui s'est approchée sans bruit des îles Hawaï, lâche ses avions sur la grande base américaine de Pearl Harbor. En 2 heures, les États-Unis perdent leur escadre du Pacifique, à l'exception des porte-avions qui étaient en mer. La marée japonaise se répand dans toute la région. En Amérique, le coup de poignard de Pearl Harbor a réveillé l'opinion. Roosevelt peut enfin convaincre le Congrès, les États-Unis entrent dans la guerre. L'effort du géant est à sa mesure. L'économie de guerre sort définitivement l'Amérique de la crise. Produit par dizaines de milliers, chars, avions, bateaux partent sur tous les fronts renforcer les armées alliées. Au cours de la seule année 42, l'Angleterre reçoit plus de 4000 chars et 7000 avions. L'Union soviétique recevra au cours de la guerre près de 15 000 avions et 7000 chars. Dès le printemps 1942, les Japonais vont regretter amèrement d'avoir manqué les porte-avions américains de Pearl Harbor. La première grande bataille du Pacifique a lieu au large de l'Australie, dans la mer de Corail.
Cette première bataille aérienne est un match nul. Les États-Unis perdent 74 appareils, les Japonais 80. Les deux forces ne vont pas tarder à se retrouver malgré l'immensité du Pacifique. À Midway, justement, les Japonais ont imaginé d'attirer les porte-avions américains dans les parages de ces îles pour essayer de les détruire. En réalité, les chasseurs bombardiers de l'amiral Nimitz ont repéré la flotte japonaise. Le navire amiral japonais est touché le premier, avec la plupart de ses appareils sur le pont. Il faut l'évacuer. Un deuxième porte-avions japonais coule dans la soirée, un troisième 20 minutes plus tard. Le seul porte-avions japonais encore intact est touché à son tour le lendemain. C'est sans doute le retournement de situation le plus rapide de l'histoire navale. L'amiral Nimitz a eu de la chance, mais le résultat est là. 6 mois après Pearl Harbor, la défaite japonaise est écrasante. En Afrique du Nord, le sort des armes est encore bien incertain en cette année 1942. Depuis son arrivée en Libye, Rommel le chat joue avec la souris britannique. En juin, Rommel affronte une nouvelle fois les Anglais, à proximité de Tobrouk. C'est d'abord l'Africa Corps qui frôle le désastre. Emporté par son ardeur coutumière, Rommel se retrouve encerclé. Il sort du piège en une nuit et contre-attaque. Oblige la 8e armée britannique à battre en retraite. Les Stuka bombardent Bir Hakeim, des jours durant. La résistance des Français libres du général Koenig est héroïque. Tobrouk et ses 25 000 hommes tombent aux mains des Allemands. Les Anglais, chassés de Cyrénaïque, fuient vers l'Égypte avec Rommel sur leurs talons. Rommel, qu'Hitler vient de faire maréchal. L'Égypte semble perdue. Les Allemands sont à quelques kilomètres, à El Alamein, mais épuisés, eux aussi. Rommel, qui n'a plus qu'une trentaine de chars, demande des renforts pour la bataille décisive. Le général Leclerc,
arrive du Tchad avec ce qui sera bientôt la fameuse 2e DB. Avec Koenig, qui combat dans l'armée britannique, il constitue la seule force organisée aux côtés des Alliés. Churchill, qui attend toujours sa première victoire, arrive en Égypte le 4 août, avec des renforts. Il nomme aussitôt 2 nouveaux généraux à la tête de l'armée d'Afrique, Alexander et Montgomery. Reste à vaincre Rommel, là-bas, derrière les dunes, à El Alamein. Le 8 novembre 1942, Américains et Britanniques débarquent en Algérie et au Maroc. Obsédé par la guerre en Russie, Hitler néglige ce qui se passe en Méditerranée. Lourde faute, car c'est là, en Afrique du Nord,